Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette webconférence consacrée aux principales anomalies déclaratives de la déclaration sociale nominative. Avant de débuter, quelques informations pratiques. Comme à l'accoutumée, vous pourrez poser vos questions dans le chat. Nos experts y répondront directement et nous prendrons quelques-unes de vos questions en fin de présentation pour y répondre. Si ce n'est pas déjà le cas, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube URSAF Nord-Pas-de-Calais et à nos lettres d'information sur ursaf.fr. Sans plus attendre, nous accueillons Vincent, notre spécialiste, qui va tout nous expliquer. Bonjour Jean-Yves, bonjour à tous. En effet, aujourd'hui, nous allons aborder les anomalies les plus fréquentes lors des DSN, des déclarations sociales nominatives. Donc tout d'abord, l'accident du travail et la maladie professionnelle. Ensuite, le versement mobilité et le versement mobilité additionnelle. Et enfin, on terminera par les cohérences entre les données individuelles et les données agrégées. Très bien, et je vous propose de commencer tout de suite avec les anomalies déclaratives liées aux déclarations accident du travail et maladie professionnelle. Alors en effet, la tarification de l'accident du travail et de la maladie professionnelle est fait par la Caisse de retraite et de santé au travail, donc la CARSAT, la CRAMIF en Ile-de-France ou les CGSS dans les DOM-TOM. Chaque entreprise doit aller sur netentreprise.fr consulter sa situation. Et elle reçoit également son ton de façon dématérialisée pour chacun de ses établissements. Elle doit ensuite reporter ce taux dans cette déclaration sociale nominative, donc la DSN, en se référant au site dsn-info.fr. Pour les données agrégées, le taux AT est attendu dans le bloc 23.003 et pour les données individuelles, le taux AT est attendu dans la rubrique du bloc 81.007. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter le portail ursaf.fr avec l'employeur, sur le site employeur, calculer les cotisations, des taux de cotisation. Je vous invite également à faire le point régulièrement avec votre éditeur de logiciel de paye et de faire des mises à jour afin que le taux soit le plus facilement et le plus à jour dans votre logiciel de paye. Merci Vincent. Comment nous sommes informés finalement de ces différentes tarifications? Alors il y a plusieurs possibilités pour retrouver votre taux AT. AMP. Donc déjà le taux AT-MP peut être mixte jusqu'à 149 salariés ou individualisé au-delà de 149 salariés. Vous pouvez le retrouver donc sur votre site ATMP dans votre compte sur netentreprise.fr pour trouver toutes les informations utiles, mais également vous le retrouvez par notification électronique, donc envoyée par NetEntreprise pour dire que votre taux a été notifié. Sachant que ce taux peut être amené à être modifié donc en début d'année, donc en janvier, mais également au cours de la vie de l'entreprise ou de l'établissement s'il y a un accident de travail qui survient. Et vous avez également un compte-rendu métier, le CRM34, qui est accessible grâce à l'API DSN via votre logiciel de paye. Vous pouvez également retrouver ce taux dans votre tableau de bord DSN sur votre compte en ligne ursaf.fr. Souvent au début janvier. Mais vous pouvez également du coup avoir des notifications qui vous arrivent dans votre espace en ligne au cours de l'année, en fonction des événements. Le compte rendu métier 34 n'est pas émis tous les autres mois, il est émis que en janvier de l'année en cours. Il est consultable à tout moment depuis l'onglet Services complémentaires sur votre tableau de bord. Et ce compte en ligne vous permet de télécharger ces taux en automatique vers vos bases et donc de mettre à jour votre logiciel de paye. Très bien. Donc maintenant qu'on y voit un peu plus clair, il me semble qu'il existe également des taux réduits. Alors en effet, il peut y avoir des taux réduits pour certains types de salariés dans votre entreprise ou votre établissement. Ça va concerner les journalistes, les mannequins, les artistes ou le personnel médical de l'entreprise. Ils sont transmis du coup par la CARSAT, mais avec le taux classique, c'est à vous de faire les calculs pour les salariés ayant des taux réduits. Donc par rapport à la base du taux transmis par la CARSAT, il faudra faire le calcul en fonction de chaque catégorie de salariés et chaque possibilité de taux réduit. Il faudra également indiquer le taux réduit dans les rubriques précitées, donc les blocs que je vous ai cités juste avant. Pour les données agrégées, le bloc du coup est toujours le 23.003. Il est attendu autant de fois qu'il y a de taux d'AT. Donc s'il y a des salariés classiques, CTP 100, taux AT. S'il y a par exemple des artistes, un taux réduit. S'il y a des mannequins, un autre taux réduit. Parfait. Je rappelle que cette webconférence a aussi pour objectif de diminuer les anomalies déclaratives sur les déclarations sociales nominatives. Il faut d'ailleurs savoir que sur les 2,3 millions de DSL qui sont produites chaque mois, environ 100 000, pour 100 000 d'entre elles, il y a des anomalies de cette nature, accident du travail et maladie professionnelle. Vincent, une fois que nous sommes informés de l'anomalie accident du travail et maladie professionnelle, comment procède-t-on à sa mise à jour?
Alors, en effet, il y a des contrôles qui sont montés une fois que vous avez déposé votre DSN. Donc vous avez un compte rendu métier qui vous est transmis normalement à 4 heures après le dépôt de votre DSN, donc à H+4. Vous avez un compte rendu métier sur l'auto-AT s'il y a une erreur. Et vous avez également un compte rendu qui est arrivé après le terme de l'échéance, donc à J+5 suivant le dépôt de votre DSN. Ça vous permet de voir que voilà, vous avez une erreur d'auto-AT qu'il faudra le corriger le plus rapidement possible. D'un point de vue déclaratif, dans tous les cas, pour la période considérée en anomalie, l'URSSAF va toujours retenir le taux CARSAT. Donc si vous avez une divergence, si vous n'êtes pas d'accord, il faudra contacter la CARSAT pour voir pourquoi, du coup, selon vous, le taux n'est pas le bon. Donc les anomalies les plus fréquentes, elles résultent souvent soit d'une mauvaise prise en compte d'un taux qui vous a été notifié, ou du coup d'une mise à jour qui n'a pas été faite, mais également sur un mauvais calcul dans vos taux réduits. Pour les corriger, vous avez deux possibilités. Donc, soit par une bloc de régularisation, donc les données agrégées et données individuelles sont à corriger, comme le précise le guide URSSAF. Donc, par exemple, vous avez fait une erreur de taux AT sur le mois d'octobre, vous pouvez faire un bloc de régulation sur octobre, porté avec la DSN du mois de novembre. Mais idéalement, le plus simple pour vous, c'est grâce au CRM qui arrive à 4 heures à H+4, vous pouvez faire une DSN de type annulaire en place. Vous avez le CRM qui vous indique que le taux est en erreur, vous le corrigez dans votre logiciel de paye et vous redéposez votre DSN qui va écraser la précédente avec l'erreur. Si vous n'avez plus de compte rendu métier, c'est que votre DSN est correct. Si vous ne rectifiez pas le taux, la même anomalie va se reproduire pour la DSN du mois suivant. Plus vous allez attendre, plus il faudra là faire des blocs de réalisation. Donc si par exemple vous avez un taux qui n'a pas été mis à jour depuis juin, il faudra corriger juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc plus de travail. Il faut savoir également que la norme NEORES permet de faciliter l'intégration automatique dans votre logiciel de paye. Les corrections sont préconisées par le biais des comptes rendus métiers normalisés. Donc en gros, dès que vous avez un CRM, vous avez également un libellé qui vous indique comment corriger cette anomalie dans les blocs et les rubriques précitées. Donc il faut être très vigilant sur les changements de taux qui peuvent intervenir, donc en début d'année évidemment, mais également au courant de l'année si vous avez des actions de travail qui surviennent dans un établissement. Et il faut également être vigilant sur les règles de calcul des taux réduits, puisque c'est à vous de les faire. Merci pour toutes ces explications sur les anomalies liées à la déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles. Je propose maintenant de tamer le deuxième sujet autour du versement mobilité. Alors oui, le versement mobilité ou le versement mobilité additionnelle est une source fréquente d'erreurs également dans le dépôt des DSN. Il faut savoir que tous les employeurs privés ou publics qui emploient au moins 11 salariés, donc 11 salariés ou plus, dans une zone où il y a un versement mobilité et un versement mobilité additionnel institué, est redevable du coup de ces cotisations. Pour la détermination de l'assujettissement de ce versement mobilité, l'effectif moyen annuel est d'au moins 11 salariés sur l'année. Pour cela, et je vous invite à vous référer pour les règles de calcul sur l'effectif au Code de la sécurité sociale, mais également vous pouvez apprécier l'effectif de l'entreprise qui permet de déterminer l'assujettissement du versement mobilité. En effet, des salariés qui sont affectés au sein de chaque établissement situé dans une même mobilité sont considérés comme affectés établissement. Par exemple, vous pouvez avoir deux établissements sur l'île, deux SIRET différents. Vous avez un SIRET où il y a 6 salariés, un autre SIRET où il y a 6 salariés. Ils sont tous les deux sur la même AOM, donc sur la même zone de versement mobilité. Ça fera 12 salariés. Vous allez devoir déclencher du versement mobilité pour ces deux SIRET. Merci pour ces explications. Est-ce que tu peux nous rappeler, très brièvement bien entendu, mais qui fixe ce taux de versement mobilité ? Oui, alors le taux de versement mobilité, c'est une contribution qui va relever de l'autorité organisatrice de la mobilité, donc l'AOM. Et le versement mobilité additionnel, lui, est institué par certains syndicats mixtes de transport, donc la SMT. Afin de connaître le taux applicable zone par zone, il y a un module de recherche qui est du coup disponible sur le site ursaf.fr. Je vous invite à le consulter dans la rubrique Utiles et pratiques. Ce versement mobilité, donc le versement mobilité classique, est à déclarer avec le code de type personnel CTP 900, le versement mobilité. Et pour le versement mobilité additionnel, c'est le 901, le versement mobilité additionnel, donc anciennement syndicat mixte. À ces codes types de personnel, il y a obligatoirement le code commune à indiquer pour chaque ligne. Donc on précise bien le code commune et pas le code postal. Par exemple, pour la ville de Lille, le code commune est 59 000, le code INSEE ou le code commune du coup est le 59 350. Donc
Donc attention à ne pas confondre les deux, il faut bien indiquer le code INSEE ou le code commune. Est-ce que tu aurais un exemple pour nous clarifier tout cela? Oui, alors par exemple, on a un établissement qui relève de deux autorités d'AOM. Donc pour cet établissement, par exemple, on va attendre 2 blocs de cotisation agrégée 23 qui sont attendus pour le CTP 900, donc le versement mobilité. Avec le montant d'une code commune, par exemple, 59 350 pour Lille et 59 122 pour Cambrai. Ok. Et du coup, comment on fait pour faire correctement sa déclaration? Alors au niveau individuel, il va falloir remplir plusieurs blocs, donc les blocs de cotisation individuelle 81 qui doivent porter le code de cotisation 81 versement mobilité et ou 82 versement mobilité additionnel s'il y a lieu. Ce bloc doit être valorisé pour tout salarié dont la rémunération est soumise au versement mobilité. À savoir que si vous avez du versement mobilité additionnel à déclarer, ce montant doit être obligatoirement égal au versement transport. Il ne peut pas y avoir de différence entre les deux. Ils doivent être tous les deux rattachés au bloc assujetti 78 de type 57, l'assiette du versement mobilité. Attention, il y a des blocs de cotisation individuelle 81 qui doivent être déclarés autant de fois qu'il y a de codes communs INSEE différents. Donc, comme on l'a indiqué tout à l'heure, si vous avez des salariés pour Lille, il faudra indiquer le code commun de Lille, 59 350, pour Cambrai, 59 122, etc. Certains salariés sont concernés par une même paye par plusieurs zones de versement mobilité en fonction de leur déplacement professionnel. Très bien. Nous savons donc que le versement mobilité est une source d'anomalie importante, c'est pour ça que nous l'évoquons aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi et comment on procède à la correction de ces anomalies? Alors oui, en effet, c'est l'anomalie la plus fréquente, c'est l'oubli du code commune dans la déclaration. Donc ce contrôle est remonté par un compte rendu métier avec la correction attendue. Donc l'anomalie du CRM qui vous est remonté, c'est le libellé DIPA18, comme indiqué ici. Et le manquant de l'employeur à cette obligation peut générer des anomalies de calcul des cotisations mobilité et donc pas conséquent un reversement erroné de ces mêmes cotisations. Il peut donc être amené à être revu lors d'un contrôle de la société. Pour résoudre ces anomalies, du coup, il faudra renseigner le code commune en lien avec le versement mobilité et ou le versement mobilité additionnel s'il y a lieu. En spécifiant ce code commune INSEE, donc par exemple pour Lille, encore une fois, 59 350, donc en intégrant ces données dans le bloc 81, rubrique 005. Si l'anomalie a été identifiée après l'exigibilité, il faudra évidemment faire un bloc de régularisation, comme toujours, avec du coup le mois concerné sur l'erreur. Et sinon, si vous le voyez avant le début de l'échéance, vous pouvez en effet corriger votre DSN en indiquant le code commune et faire une annulée en place qui va écraser la DSN préalable et du coup tout sera correct. Merci pour toutes ces explications, ça me paraît plus clair. Avant d'évoquer la troisième et dernière source majeure d'anomalie, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat afin que nos experts puissent y répondre pendant l'ensemble de cette présentation. Nous t'écoutons maintenant, Vincent, pour évoquer cette troisième et dernière source d'anomalie, la cohérence entre les données individuelles et les données agrégées. Oui, alors en effet, cette cohérence entre les données individuelles et les données agrégées est une donnée importante. Elle va comprendre du coup une partie agrégée, comme indiqué, une partie nominative pour les individus, pour les salariés. La cohérence est du coup une source fréquente d'erreurs. Il faudra bien voir que la déclaration des cotisations URSSAF est opérée par code type de personnel, mais aussi au niveau nominatif. Les données individuelles relatives à vos salariés sont importantes pour sécuriser votre DSN ainsi que les droits de vos salariés. Il faut bien s'assurer que la totalité des bases déclarées au niveau agrégé soit égale à la somme de celles déclarées pour chaque salarié au niveau individuel. Donc, toutes les lignes individuelles au total doivent faire le total de vos sommes agrégées. Il faut savoir également que le calcul de ces prestations sociales sera effectué sur la base de données individuelles. Il est donc primordial qu'elles soient correctes afin de garantir les droits des salariés d'établissement. En effet, à partir de 2024, le montant net social va être mis en place. Il faudra le déclarer via une ligne de bloc individuel qui sera transmise vers les caisses partenaires. Ce montant net social sera indiqué également sur les relevés de salaire, les fiches de paye de vos salariés, et il sera également transmis vers les caisses, par exemple la CPAM, la CARSAT ou Pôle emploi, et il permettra d'éviter le non-recours de vos salariés à des aides sociales. Si vous n'êtes pas d'accord ou s'il y a un litige, il faudra se rapprocher de ces caisses partenaires. Les principes fondamentaux de la DSN entre les données individuelles et les données agrégées, ils seront à déclarer à la maille nominative. Il faut qu'ils soient cohérents avec les éléments agrégés.
Ils doivent porter l'ensemble des éléments déclarés à main individuelle. Donc, comme tout à l'heure, on disait que la somme des données agrégées doit être égale à la somme des données individuelles. Les régularisations des cotisations sont à effectuer chaque mois de survenance de l'erreur. Plus vous faites de mois d'erreur, plus il faudra corriger. Tant que la date d'exigibilité n'est pas atteinte pour la période courante, il est encore possible également de faire une année en place, comme toujours, comme pour le versement mobilité ou coupe hors la cotisation, action de travail, maladie professionnelle. Le plus simple pour le corriger, puisque du coup vous n'avez pas d'impact. Sinon, il faudra faire un bloc d'organisation sur la période concernée avec la DSN courante. Comme tu l'as fait précédemment pour les autres anomalies, est-ce que tu auras un exemple concret à nous donner de régularisation? Oui, par exemple, on a un employeur qui s'aperçoit en novembre d'une erreur sur le salaire de Monsieur X sur la période d'emploi de juin. Donc il sera attendu une correction de cette erreur lors de la prochaine DSN. Donc à la maille agrégée, il faudra faire une déclaration de bloc de bordereau de cotisation 22 pour la période de rattachement du mois de juin. Donc là on est en novembre, il s'en aperçoit en novembre, il va faire la déclaration sur décembre, mais il faudra bien le rattacher à la période d'emploi de juin, attention. Et la déclaration d'autant de blocs également de cotisation agrégée 23 qu'il y a 2 lignes de cotisation à régulariser pour le mois de juin. Parce que du coup là on parle d'accident du travail et du transport, mais il y aura peut-être également d'autres CTP à corriger. Et à la maille nominative, il faudra également déclarer autant de blocs de base assujettie 78, éventuellement de blocs de composante de base assujettie 79 et de blocs cotisation individuelle 81, qu'il y a de lignes de cotisation à régulariser pour le mois de juin. Merci pour toutes ces informations, Vincent. Ce webinaire touche désormais à sa fin. Nous allons passer à la séance des questions-réponses. Avant cela, je vous invite à répondre à un questionnaire de satisfaction qui vous est transmis dans le chat. Il nous permettra de mieux cerner vos attentes. Nous allons répondre dans un premier temps à quelques questions qui ont été posées lors de l'inscription, puis Vincent répondra en direct à des questions qui sont posées dans le fil de discussion. Première question que nous avons reçue, Vincent. Comment gère-t-on quand nous avons une assiette qui est négative et que l'on n'a qu'un seul salarié? L'URSSAF rejette l'information. Alors en effet, on ne peut pas avoir sur une DSN courante une ligne avec une assiette négative, parce que du coup on ne peut pas enlever de zéro, ce n'est pas possible. Donc si on a une ligne négative, c'est sûrement qu'il y a dû avoir une régularisation quelque part pour ce salarié. Donc dans ce cas-là, il faudra déclarer cette ligne négative sur la période de rattachement au départ qui est concernée. Par exemple, comme tout à l'heure, on avait dit, si vous déclarez une ligne négative sur le mois de novembre, qui vient d'être lancé, ce ne sera pas possible. Par contre, si vous faites une ligne négative sur le mois de juin, elle pourra être intégrée et on pourra diminuer la masse déclarée de l'époque. Merci pour ces précisions. Deuxième question maintenant, comment régulariser une DSN qui a été enregistrée 2 fois? Là, il y a sûrement pu avoir une erreur dans la déclaration suite à un transfert, par exemple. Ça peut être le cas, donc il faudrait peut-être préciser un peu plus. Mais par exemple, on a pu avoir une DSN qui a été déposée sur un premier transfert. On lui a indiqué que ce transfert était radié, donc l'employeur a déclaré sur le nouveau SIRET. Et donc les 2 DSN se sont cumulés. Dans ce cas-là, il faudra corriger par bloc de réalisation les données individuelles et les données agrégées de l'une des 2 masses, en tout cas, qui a été déclarée. Très bien. On me dit qu'il y a une nouvelle question qui a été posée. Comment régulariser notre taux AT en DSN? Donc tu l'as expliqué tout à l'heure, mais visiblement la question revient. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur l'exemple que tu as donné en termes de régularisation de ce taux AT? Alors, pour la régularisation du taux AT, le plus simple, c'est, si vous le pouvez, de faire une annulaire en place, si c'est le cas. Si par contre c'est une régularisation qui est sur plusieurs mois, il faudra faire des blocs de régularisation pour toutes les périodes affectées. Donc par exemple, si vous n'avez pas mis à jour depuis le mois de janvier, il faudra faire un bloc de régularisation janvier, février, mars, avril, sur les données individuelles et les données agrégées pour l'AT. Donc en indiquant le nouveau taux AT. Très bien, Vincent. On me dit qu'il n'y a plus de questions, donc je vous propose maintenant de clôturer ce webinaire. Donc je vous rappelle une nouvelle fois de ne pas oublier de remplir le questionnaire de satisfaction qui nous permettra de connaître toutes vos attentes en termes de webinaire. Le replay de ce webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube URSSAF Nord-Pas-de-Calais. Il sera chapitré par thématique pour retrouver les différents points abordés. Vous pourrez également y retrouver l'ensemble des liens mentionnés durant ce live. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation et à la préparation de cette émission. Merci à vous et à bientôt. Merci.